Très bien. Oui, salam alaikum. Alors, comme je vous disais, il y avait quand même pour la semaine prochaine, enfin la séance dernière, il y avait quelques petits problèmes techniques. Maintenant, on les a plus ou moins résolus. Il y avait également peu d'étudiants, donc une dizaine d'étudiants qui étaient connectés. Aujourd'hui, c'est une centaine, c'est déjà bien. Alors, je vais commencer bien évidemment par faire un petit rappel aux étudiants qui n'étaient pas en mesure d'être connectés la dernière fois. Donc, la dernière fois, j'avais commencé mon cours en faisant une sorte de, comment dirais-je, de préambule par rapport à l'année, d'accord? De préambule par rapport à l'année, c'est-à-dire quels sont les éléments sur lesquels vous devez insister pour réussir votre année universitaire et réussir, a fortiori, donc, valider les modules que vous avez à passer. Alors, parmi les consignes que je vous ai données la dernière fois, et je vous prie de prendre note, donc il y a premièrement l'assiduité, d'accord? Activez vos caméras s'il vous plaît pour que je puisse également vous voir. Alors, il y a premièrement l'assiduité, donc il faut être très assidu, ne rater aucune séance. Deuxièmement, être très concentré au niveau de la séance, c'est-à-dire prendre un environnement, c'est comme si vous étiez donc en amphithéâtre, c'est comme si vous étiez donc à la faculté. Ok? Parce que maintenant, jusqu'à maintenant, en tout cas, on n'a pas moyen d'assister à la faculté. Inch'Allah, ça va se débloquer dans les semaines à venir. Mais pour le moment, donc, le cours est exclusivement fait à distance. Donc, il va falloir que vous preniez toutes les mesures possibles pour que vous puissiez donc avoir un environnement adéquat pour passer votre séance. Prenez des notes également. Mettez en forme le cours, mettez des résumés, que ce soit du copier ou bien de ce que je suis en train d'expliquer, enfin je suis en train d'expliquer au niveau de l'exposé. Si vous pouvez acheter un dictionnaire pour vous familiariser avec le vocabulaire économique, ça serait bien. Je suis en train de faire un petit rappel de ce que j'avais dit à vos camarades la dernière séance, parce que je sais que la majorité n'était pas là. Faites des lectures complémentaires, donc que ce soit à travers le net, à travers la bibliothèque, à travers des livres, des magazines, des journaux, etc., notamment à caractère économique, pour que vous puissiez avoir un bagage économique de plus en plus riche. L'examen, à fortiori, je pense, ce sera en mois de février, donc il nous reste quand même un mois pour que l'on puisse donc finaliser tout ça. Donc il va falloir s'accrocher pour que l'on puisse avancer. Le programme comprend le support de cours et DTD qu'on va vous envoyer également. À propos, je vous ai mis sur la plateforme et essayez s'il vous plaît de vous connecter régulièrement à votre compte ENT parce que je vous laisse là-bas les supports de cours, que ce soit sous forme de PDF, bien .doc ou bien des exposés également sous forme de PowerPoint. Pour les consulter et surtout pour les lire bien avant le cours. Comme ça, vous êtes préparé avant de rejoindre le cours. L'examen comprend 2 sessions, donc une session normale et une session de rattrapage, et le module est validé lorsque vous avez 10 sur 20. Alors, parmi les éléments également sur lesquels j'ai insisté la dernière fois, c'est qu'il faut vraiment être très sérieux et prendre au sérieux vos études, d'accord? Laissez les distractions de côté et prenez vos études au sérieux. J'attire votre attention là encore sur le fait que je vous ai envoyé, au niveau de la plateforme ENT l'exposé d'aujourd'hui. D'accord? Donc il va falloir juste le consulter, enfin le télécharger. Donc vous consultez votre page et vous avez donc le support que je vous ai envoyé la dernière fois et qui inclut donc toute la partie exposée. D'accord? Voilà, alors c'est l'exposé de l'introduction et du chapitre 1. D'accord? Ok, et je vous ai également envoyé l'exposé du chapitre 2 et du chapitre 3. Donc jusqu'à maintenant, vous avez 2 fichiers. Un fichier sur l'exposé, sur l'introduction et le chapitre 1, et un fichier sur l'exposé du chapitre 2 et le chapitre 3. Téléchargez-les et suivez donc le cours avec moi, c'est-à-dire maintenant, donc ouvrez votre exposé PowerPoint et suivez avec moi donc les slides. D'accord? Très bien. Alors, on va essayer de faire un petit...
Très bien. La vidéo est en train d'être enregistrée. Très bien. Alors, Walid Dra veut parler. Ok, Walid. Oui. Alors, Walid, où est-il? Alors, vous prenez l'exposé du chapitre 1. Il y a deux exposés, vous avez deux fichiers. Vous prenez le premier fichier, d'accord? Parce que nous sommes en train d'abord de faire une petite récapitulation de ce que nous avons vu la dernière séance. Donc, ouvrez d'abord le premier exposé, exposé 1, sur l'introduction et le chapitre 1. On va le terminer et après, on va passer donc à l'autre fichier. C'est bon? Voilà, chapitre 1. Selman Aïdouni, oui, chapitre 1. Très bien. Alors, je disais que c'est pas un PDF, c'est un exposé PowerPoint. C'est un exposé PowerPoint. Bon, je suis en train d'essayer de faire le partage du fichier, comme ça pour tous les étudiants qui n'ont pas pu donc le télécharger, qui puissent le voir. Ça prend un peu de temps apparemment. Bref, donc revenez s'il vous plaît donc au fichier. Alors, très bien. Alors, je vais revenir maintenant donc. Ouvrez s'il vous plaît le fichier. Hein, ouvrez-le, c'est bon. Vous rentrez. Alors, vous rentrez à votre compte ENT. D'accord? Alors, vous allez trouver deux liens. Alors, exposé intro et chapitre 1, exposé chapitre 2 et 3. Alors, vous rentrez vers votre compte ENT et exactement au niveau du cours de management, professeur Elhouse Mohamed. D'accord? C'est à ce niveau-là où vous allez trouver ces liens-là, vous allez les télécharger. D'accord? C'est ça. C'est dans la page du prof de management. Elhouse Mohamed, vous rentrez dans ma page. Elhouse Mohamed, votre professeur, parce qu'il y a plusieurs professeurs de management. Et là, vous allez trouver dans votre page
donc la page justement relative au cours de management, professeur Elhaous Mohamed, vous allez trouver donc les fichiers. D'accord? Je suis en train de chercher à faire le partage, mais malheureusement, apparemment, ça ne passe pas. Alors, maintenant, je pense que c'est... Attendez, je pense que ça, c'est possible. J'ai essayé tout à l'heure. Est-ce que c'est visible maintenant le partage? Est-ce que le partage maintenant est visible? C'est bon? Parfait. Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est bien. Très bien. Ok. Alors maintenant, ok. Alors, comme je disais, donc, faites des lectures également complémentaires par rapport à votre cours. Très bien. Alors maintenant, on va passer à ça. Alors, utile à voir. Alors, comme je disais tout à l'heure, le sérieux. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, prenez vraiment au sérieux vos études. Maintenant, nous donne un exemple très simple. Vous savez qu'aujourd'hui, le démarrage, surtout la première semaine, il y a toujours quelques petits problèmes techniques. Ça, on le sait. Nous-mêmes, nous sommes en train de le vivre. Ce n'est pas ça qui va nous perturber. C'est-à-dire, oubliez les petits problèmes techniques, etc. Ça va se résoudre. Concentrez-vous sur l'essentiel. D'accord? Nous avons un programme sérieux, un programme comme assez riche, qu'il va falloir que l'on, comment dirais-je, que l'on le prenne vraiment au sérieux et à cœur. D'accord? Qui oublie tout ce qui est distraction. D'accord? C'est pas le moment, surtout que le temps est très serré pour que l'on puisse donc, Inch'Allah, finaliser le cours dans de bonnes conditions. Deuxième élément, gestion du temps. Allège, surtout parce qu'avec les conditions que nous avons maintenant, nous avons un temps très court, nous avons des conditions difficiles, le cours à distance n'a pas la même qualité que le cours en présentiel. Inch'Allah, lorsqu'on va retourner vous allez retourner, Inch'Allah, sur les bancs de la faculté, ça sera autre chose. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus animé, c'est un cours plus vivant, on va dire. D'accord? Et donc, jusqu'à maintenant, il faut faire avec la situation. Gérer la distraction, donc tout ce qui est smartphone, etc. Donc, il ne faut pas trop en abuser pour ne pas donc vous perdre le temps. L'élément communication et langue, un élément fondamental. Je sais que malheureusement, depuis des années, les étudiants qui viennent à la faculté en général, mais malheureusement c'est une majorité, ils ont des problèmes de langue, de français notamment. Et là, je n'ai pas cessé de le répéter. Il va falloir que vous maîtrisiez la langue française et préparez dès maintenant la langue anglaise. Au-delà de l'arabe, l'arabe, le français et l'anglais. 3 langues, c'est très important ce point-là. Il faut maîtriser les langues. Parce que demain, prochainement, vous serez amené, déjà les cours, comme les examens et tout ça, c'est en français. D'accord? Mais demain, lorsque vous allez travailler, vous devez maîtriser les 3 langues. D'accord? L'oral français, l'oral anglais. 3, c'est très important les langues. D'accord? Et ça, c'est un élément qui va vous aider au niveau du cursus universitaire direct. Il faut être motivé, il faut se motiver, ça c'est un point également important. Donc, il ne faut pas donc être démotivé par la situation actuelle. Non. Essayez également de développer un esprit d'équipe ou là, un esprit d'énergie, de synergie positive. Alors, comme je disais à vos camarades la dernière fois, vous êtes des étudiants universitaires maintenant, donc il faut que vous preniez le statut d'un étudiant universitaire. D'accord? La carrure d'un étudiant universitaire avec son sérieux, avec sa manière de communiquer, de parler, etc. Posé, si vous voulez. Alors, comme je disais à vos camarades la dernière fois, j'ai défilé devant vos camarades pour introduire donc le cours. J'ai défilé devant eux et je fais un petit rappel maintenant quelques noms. Le nom de Carlos Ghosn, qui est l'ex-PDG de Renault Nissan. Le nom de Steve Jobs,
également, donc le PDG, l'ex-PDG donc de Apple, parce qu'il est mort. Jack Welch, donc l'ex-PDG de General Electric. Ce sont des grands noms. J'avais invité vos camarades et je vous invite également aujourd'hui, je vous invite à faire des recherches sur les noms. Je répète, Carlos Ghosn, 2, Steve Jobs, 3, Jack Welch, 4, Mary Barra, PDG de General Motors Company, la première femme à avoir été à la tête de General Motors Company, et enfin Jacques Maillon, donc le PDG de Alibaba, le millionnaire ou le milliardaire chinois. Donc, ces noms-là, ces managers-là, ce sont des managers qui ont, comment dirais-je, marqué même l'histoire de l'entreprise. Vous voyez, surtout l'histoire récente, je dis comme des managers récents, de Kamlin. C'est décennies, hein, d'accord, que ce soit Mary Barra, Jacques Maillon, Jack Welch, Steve Jobs, Carlos Ghosn, l'homme, ce sont des managers d'actualité. Alors, lorsque vous allez faire des recherches là-dessus, vous allez trouver, c'est chacun, ils sont très différents. Jacques Maillon, mais chez la personnalité dialogue, etc. Par exemple, Jacques Maillon, il n'a pas terminé ses études, par exemple. C'est pas comme Steve Jobs, c'est pas comme Mary Barra. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que le management nécessite certaines qualités personnelles, au-delà donc des connaissances, au-delà des qualités, on va dire, strictement professionnelles. Il y a également des qualités personnelles qui prédisposent la personne à être un bon manager. Très bien. Alors, le sommaire du cours, c'est ça. Donc, on va voir le concept de management, la typologie des entreprises, l'environnement de l'entreprise, les structures d'entreprise, les fonctions de l'entreprise et la stratégie de l'entreprise. Bien. Alors, commençons d'abord par le concept de management. Alors, le management, comme discipline, c'est une discipline très riche parce qu'elle entre en interaction avec toutes les fonctions de l'entreprise. D'abord, parce que le manager chapeaute toute l'entreprise et il doit être, comment dirais-je, assez près de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, il doit s'y connaître au moins, plus ou moins, donc, globalement. Alors, le management, ce concept de management, c'est un concept quand même, c'est un anglicisme, management, d'accord? Mais ça vient quand même d'un français, ménagement, d'accord? C'est l'art de conduire, l'art de conduire. Regardez, déjà, il y a le terme art, il y a le terme art, l'art de conduire. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps, avec l'expérience. On peut très bien étudier le management. On peut l'étudier. On peut lire tous les bouquins de management sans pour autant être un bon manager. Être un bon manager, c'est oui, avoir des connaissances en management. C'est très important pour pouvoir les mettre en valeur, les mettre en pratique. Mais c'est l'expérience qui va permettre, à ce que le manager atteint un certain niveau d'expertise et de compétence. Donc la compétence du manager provient ou bien vient tout simplement de son expérience. D'accord? Et au fait, l'expérience, c'est quoi? Parce qu'on parle beaucoup de expérience. C'est quoi l'expérience? L'expérience, c'est deux choses. Ou là, on va dire au moins l'une de ces deux choses. Soit c'est le nombre d'années, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui a 20 ans d'expérience, alors c'est évident, en général, sauf cas rare, c'est évident qu'il va développer des compétences. Sinon, sauf des cas rarissimes. Il y a des gens qui perdent leur temps. Je dis comme une distraction parce que le temps, c'est important, il faut l'exploiter à bon escient. Donc, soit le temps, les années, soit les difficultés. C'est-à-dire, autant on affronte des difficultés, des difficultés, que ce soit dans la vie personnelle ou bien dans la vie personnelle, autant on peut avoir justement donc de l'expérience. Donc l'expérience provient du temps et provient également des difficultés auxquelles on fait face. D'accord? Ok. Si vous avez des questions, parce qu'on n'a pas le temps de donner, bon, il faut activer le micro et tout ça, écrivez donc Selma Drimi
Saisissez donc votre question par message, que ce soit privé ou bien public, comme tu veux. L'art de conduire, essaie de ne pas... voilà. De... Très bien. Hiba Shutrd. Alors, écrivez votre nom. Hiba, écris ton nom. Pardon, écris ta question par message. Comme ça, je peux donc, parce qu'on n'a pas le temps d'activer les micros, de les désactiver, etc., parce que ça va déranger la séance. Alors, je disais art de conduire. Alors, art, déjà, d'accord? De conduire. Alors, lorsqu'on dit conduire, ça veut dire c'est choisir une direction, d'accord? Choisir une direction, un chemin, hein, et conduire jusqu'au bon bord, comme on dit. C'est-à-dire que le manager, c'est lui qui s'adosse la responsabilité de la survie de l'entreprise. D'accord? C'est lui qui la dirige vers telle ou telle stratégie, vers telle ou telle politique, ou telle ou telle tactique. C'est quelqu'un qui a on va dire, cette responsabilité de choisir la voie pour l'entreprise, que ce soit choisir l'activité, choisir le secteur dans lequel on va investir, choisir le personnel déjà qu'on va recruter, etc. Donc l'art de conduire l'entreprise. D'accord? L'art de diriger, c'est également c'est le choix donc vers quelle direction on va aller. D'accord? L'art de diriger. Et la direction ici, ça inclut également la motivation du personnel, sous forme bien sûr de salaire, sous forme comment dirais-je, de traitement, comment on va traiter le personnel, quelle est la manière, quelle est la démarche avec laquelle on va gérer l'entreprise, etc. D'accord? Très bon, très bien. Alors, contrôler l'entreprise. Il s'agit effectivement, le contrôle, parce que les fonctions de management sont plurielles, il y a plusieurs fonctions. Il y a la fonction d'organisation, la fonction de direction, la fonction de coordination, qui est la fonction de contrôle. La fonction de contrôle qui est dit vers la fin. Donc, contrôler par exemple, est-ce que les objectifs que le manager a fixés, est-ce que ces objectifs ont été atteints? Contrôler a posteriori, est-ce que les objectifs qui ont été fixés ont été atteints par le personnel? Guidé, très bien, orienté, bravo, Kautsar Douhami, bravo. Les étudiants qui participent et qui participent avec de bonnes participations, en principe, en général, moi je note leur nom et je leur donne des notes. D'accord? Après, bien sûr. Donc les étudiants qui partent. Alors il y a ici, alors Kautsar Douhami. Douhami Kautsar. Voilà. Très bien, Chibel également, Ahmed Chibel. Chouhrour, Inès, bravo, organisation, très bien. Chouhrour, Inès. Très bien. Il y a effectivement, donc je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc à chaque fois, je vais prendre quelques étudiants qui participent, qui font de bonnes participations, d'ailleurs comme la semaine dernière ou la séance précédente. Action de bien régler. Et là, il faut savoir que le manager confronte également des difficultés. D'accord? Ou l'entreprise également confronte des difficultés. Et c'est au manager justement de régler ça. Donc il a également cette, comment dirais-je, cette mission de règlement ou de réglementation de l'activité de l'entreprise, en cas de problème, bien sûr. D'accord? Ça, on va le voir en détail, Chikam. Alors, on peut dire que le management est un ensemble de techniques d'organisation, de direction et de gestion. Donc, gérer. Donc, pour que l'entreprise atteigne ses objectifs. Là encore, il y a le terme objectif. Ça, c'est un point également très important, c'est-à-dire que lorsqu'on a des objectifs clairs, donc l'entreprise a plus de chances d'avancer que lorsque les objectifs sont flous, lorsqu'ils ne sont pas réalisables, etc. Donc attention, la qualité de l'objectif également est un point important dans le management de l'entreprise. Donc il faut choisir des objectifs qui sont clairs
des objectifs qui sont atteignables, qui sont réalisables, et il faut justement motiver donc le personnel pour qu'il puisse atteindre ces objectifs. Selma Drimi, sir, will you talk about the importance of learning other languages besides Arabic? My question here is, what is language that you recommend to learn after French and English? Thank you so much, sir. Très bonne question. Votre camarade donc, me pose une question en anglais qui veut dire tout simplement quelles sont les autres langues à part le français et l'anglais à apprendre. Moi, je dis principalement, prioritairement, la langue arabe. Ça peut vous surprendre, bien sûr. C'est la langue arabe qu'il faut apprendre d'abord, mais vraiment l'arabe classique, l'arabe al-fusha. Ça, c'est en priorité, la priorité des priorités. D'accord? Au-delà de la langue arabe, de la langue française, parce que le français, c'est la langue que l'on utilise sur le plan études professionnelles. La langue anglaise, ça va de soi, parce que c'est la langue universelle, ça vous le savez, c'est même la source de plusieurs savoirs. Mais au-delà de tout ça, c'est une bonne question, au-delà de tout ça, c'est soit la langue espagnole, d'accord? Parce que nous avons quand même, donc, il y a plusieurs pays, énormément de pays qui sont donc hispanophones, ou alors la langue chinoise, parce que, comme vous savez, aujourd'hui, la Chine est en train de prendre une place de choix à l'échelle mondiale, sur le plan économique notamment, et donc la langue chinoise va petit à petit également donc s'imposer comme langue importante. Donc à chaud, je peux vous dire que au-delà de la langue arabe, français, anglais, on peut étudier l'espagnol et étudier donc le chinois. Très bien. Oui, la langue chinoise. Selma Drimi, I started learning Chinese. Bravo, très bien. C'est un bon choix. Bravo. Alors, je disais, on va passer maintenant. L'allemand, oui. Moi, je suis en train de parler des langues en priorité. Quand est-ce qu'on doit étudier l'allemand? Si on va étudier en Allemagne, par exemple. D'accord? Là, c'est l'allemand, il est peu utilisé en dehors de l'Allemagne. D'accord? Ça, on le sait. C'est plutôt l'anglais qui est universellement utilisé. Mais la langue qui est la plus, comment dirais-je, la plus courante en termes d'utilisation, c'est l'anglais, et aujourd'hui de plus en plus le chinois et même l'espagnol. Et l'arabe, hein, attention, l'arabe donc aura également de plus en plus, si ce n'est pas déjà le cas, donc une place de choix au niveau de l'utilisation à l'échelle mondiale, surtout au niveau des pays de notre contour à nous, donc le Maghreb arabe et également les pays arabes de manière générale. Alors, le management, c'est une adaptation permanente au changement. Le management est une adaptation permanente. Merci à vous, Hasna. Le management, c'est une adaptation permanente au changement. C'est une définition intéressante de McNamara. Vous allez trouver ça au niveau de votre polycopier. D'ailleurs, à propos de polycopier, je pense la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais vous envoyer le polycopier intégral. Camel, d'accord, on est en train juste de l'affiner un petit peu et c'est tout. Et je vais vous le mettre sur l'ENT, d'accord. Et vous allez pouvoir donc le lire et également donc commencer à faire des résumés, etc., etc. Mais au niveau de notre cours, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus léger, beaucoup plus, comment dirais-je, pointu. Il y a des détails parfois, etc. Il y a des discussions, on parlait du cours pour que l'on puisse donc maîtriser tel ou tel élément. Mais sinon, le polycopie, il est très développé, vous aurez tous les éléments, il suffit de lire, et si vous avez des questions à poser, vous me les posez donc dans la séance, il n'y a pas de problème. Le management est une adaptation permanente au changement. Le management est une adaptation permanente au changement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça vous me dire, pourquoi j'ai mis changement en gras et en grande police? Pourquoi? Parce que j'insiste sur ça. Nous vivons dans l'ère du changement, d'abord. Et d'ailleurs, c'est surtout à la période, d'accord? Nous vivons dans l'ère du changement. C'est-à-dire, aujourd'hui, la règle devient le changement. Et l'exception, c'est la stabilité. À un moment donné, c'était l'inverse. À un moment donné, c'est la stabilité qui était la règle et c'est le changement qui était l'exception. Maintenant, les choses se sont inversées. Aujourd'hui, c'est le changement qui est la règle, ou l'istiqrar ou l'istithna. D'accord? Donc, le changement, c'est aujourd'hui la règle et la stabilité, c'est l'exception.
Ça veut dire que aujourd'hui, Salman Aidouni, management, c'est son environnement. Bravo, très bien. Très bien. Même chose pour Ikram Sodouni. Ah, bravo. La marine humaine, ils ont marché en globalité. Bravo, bravo. Nu'man Al-Ammari. Al-Ammari Nu'man. Al-Ammari Nu'man. Et la mise en œuvre des moyens humains et matériels. Oui, ça aussi c'est juste. Yasmine Darif, parce que l'environnement, alors il y a énormément de participation. Yasmine Darif, presque l'environnement de l'entreprise caractérisé par le changement et sa influence d'une manière directe sur l'entreprise. Oui, c'est ça. C'est surtout question de l'impact de l'environnement sur l'entreprise. Alors moi je reviens à cette question de s'adapter au changement et pourquoi ça fait partie du management. Alors le manager, attention, le manager c'est pas toujours un PDG d'une entreprise. Non, non. Vous êtes un manager de quelque chose. Vous pouvez manager une petite équipe. Vous êtes le manager de vos études. Manager. Alors le manager c'est gérer. Hein. Manager c'est gérer de manière générale. Lorsque Omar s'adapte dans une période du coronavirus, oui, bah, c'est ça. Omar Djibara, oui, effectivement, c'est également cette situation du coronavirus qui a poussé le monde entier même à s'adapter. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train d'enseigner à distance, c'est une manière de s'adapter à ce changement. C'est-à-dire, moi, j'essaie personnellement de faire le même cours que si j'étais à l'amphithéâtre. Je me mets dans le moule du professeur à la faculté, je fais mon cours de manière à ce que, même si je suis même si j'ai devant moi donc les centaines d'étudiants qu'en principe j'avais toujours eu au niveau de l'amphithéâtre, je dois m'adapter, donc me mettre dans ce moule de professeur. Je vous invite également, vous, à vous mettre dans le moule de l'étudiant. Faites en sorte que vous soyez avec votre esprit, etc., dans le moule d'un étudiant en plein amphithéâtre. Taha Darnan, le management ou la gestion et l'ensemble des techniques d'organisation des ressources qui sont mises en œuvre par l'administration de l'organisation dans l'art de diriger des hommes, oui, afin d'obtenir une performance satisfaisante. Très bien. Donner Drouesh, ça veut dire savoir s'adapter, gérer et résoudre les problèmes à n'importe quelle situation. Bravo. Shnan Fedwa, le management, art ou sciences. Très bonne question. Très bonne question. Question de Fedwa Shnan. Le management, c'est un art ou une science? Qui peut répondre? Est-ce que M. Mohamed El-Mahdi El-Fahli, est-ce que le management peut être perçu comme étant une science? Très bonne question. Kautsar Doul-Faqar. Alors, est un système avec l'environnement, donc, et. Non, mais pas solution. Interaction avec l'environnement externe, entreprise de décision. Très bien. Alors, oui, les deux. Voilà. En fait, les deux. Les deux. Pourquoi? Alors, c'est quoi une science? Ou c'est quoi un art? D'abord, arrêter les participations par message, parce qu'il y en a beaucoup maintenant. J'arrive difficilement à lire tout, parce que c'est beaucoup. Arrêtez un moment donc les participations pour que je puisse expliquer cet élément-là. Alors, pourquoi ce sont les deux, c'est-à-dire une science et un art en même temps? Alors, une science, parce que le management, il permet de développer des lois reproductibles, c'est-à-dire des lois, tout comme ce que vous êtes en train d'étudier maintenant. Nous allons étudier des principes de management. Ces principes, c'est comme des lois. Ce sont des lois qui sont reproductibles, c'est-à-dire, qu'on peut à chaque fois appliquer et réappliquer, enseigner même partout dans le monde. Toutes les entreprises du monde entier peuvent les appliquer. Des principes généraux. D'accord? Dans ce sens, oui, c'est une science, parce que ça incorpore des lois reproductibles qu'on peut reconduire. D'accord? Reproduire et reconduire. Pourquoi c'est un art? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est un art parce que chaque manager a sa, comment dirais-je, à sa touche. Chaque manager, tout à l'heure, c'est comme le cas de Marie Barra, c'est une dame, PDG de General Motors Company, de Jacques Maillon, PDG de Alibaba, Jacques Welch, PDG de General Electric. Attention, il y a des recherches sur ces managers. Steve Jobs, PDG de Apple,
D'accord? Et l'autre, je l'ai oublié. Carlos Ghosn. Voilà, Carlos Ghosn, PDG de Renault-Nissan. Et chacun de ces managers est différent des autres. C'est vraiment différent sur le plan état d'esprit, sur le plan type d'expérience, sur le plan formation, sur le plan diplomation, sur le plan, énormément de différences. D'accord? Pour vous dire quoi? Pour que le manager a une partie de soi qui va l'utiliser au niveau du management. Du coup, il y a également un art. C'est un art qu'on développe avec le temps, avec l'expérience, avec le contact, avec la richesse du contact. Voilà pourquoi c'est les deux. C'est un art, mais également donc une science. Très bien. La science et l'enfant très bien, management technique. Très bien. Arrêtez les messages. Donc juste quelque chose de ciblé, parce qu'il y a énormément de messages maintenant, j'arrive difficilement à lire tout. Alors je disais, je reviens au changement. Alors s'adapter au changement, c'est quoi au juste? C'est avoir cette aptitude, cette capacité d'abord de supporter le changement. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. La première difficulté que l'on rencontre, c'est ne pas pouvoir s'adapter au changement, ne pas pouvoir accepter le changement. Il y a des gens qui se sont habitués à la stabilité. Ils ont trouvé beaucoup de difficultés à s'adapter au changement parce que pour lui, il ne peut pas changer ces éléments, ces éléments-là, cette stabilité. Ça le perturbe, ça perturbe sa boussole, si vous voulez. Donc, il s'était dit, mais c'est pas possible. Non, il cherche toujours à revenir à cette stabilité. Parfois, mais ce n'est pas possible de revenir à la stabilité. Parfois, il faut faire avec, d'accord? Alors, le management du changement désigne l'ensemble des processus qui permettent à une entreprise de prévenir, de corriger l'ensemble des externalités négatives. Oui, pouvons influencer ces activités. Plus simplement, il s'agit de l'ensemble des opérations effectuées au sein de son organisation et son fonctionnement pour lui permettre de s'adapter constamment à son environnement. C'est ça, il y a un terme intéressant ici, s'adapter constamment. C'est une adaptation constante, régulière, permanente, comme je viens de dire ici. Et un ce n'est pas une adaptation une fois, ça fait non, toujours. Et surtout maintenant, le changement, il est régulier, il est quotidien. Chaque jour, on se réveille chaque jour, qu'elle une information nouvelle sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan climatique. Énormément de changements. Donc, il est s'il y a quelque chose, s'il y a une qualité que vous, déjà en tant qu'étudiant, que moi aussi, que tout le monde doit développer aujourd'hui, c'est bien la capacité de quoi? D'adaptation. Parce qu'on a cette capacité de s'adapter à n'importe quelle situation. Ça, c'est un point extrêmement important. Alors maintenant, on passe à un élément également que j'avais développé. Très bien, Salman Delimi, l'adaptation, c'est l'élément sur lequel il va falloir miser aujourd'hui, de plus en plus dans son profil. Alors, le management, c'est la manière de réconcilier le présent au futur. C'est une, comment dirais-je, c'est une conciliation avec juste deux choses, le présent et le futur. C'est résoudre les problèmes quotidiens, tout en prévoyant les problèmes à venir. D'accord? Résoudre les problèmes quotidiens tout en prévoyant les problèmes à venir. Mais maintenant, le manager a les yeux rivés sur l'avenir. Parce que je vais le dire et je vais le redire. Le manager, sa place, sa concentration doit être sur la stratégie. C'est la stratégie. Ce qui est opérationnel, les opérationnels, les autres directeurs, les chefs d'équipe, etc., etc. Ce qui est opérationnel, les exécutants. Mais lui, il doit se charger de tout ce qui est stratégique, là où l'entreprise s'oriente. En même temps, la stratégie qu'il va fixer doit prendre en considération les problèmes quotidiens. Mais maintenant, la stratégie fixée par l'entreprise, stratégie d'Yala, ne doit pas être déconnectée par rapport au quotidien de l'entreprise. La stratégie ne doit pas être déconnectée par rapport au quotidien. Elle doit être comme alimentée par le quotidien. Ou prendre en considération les défis du quotidien. Le futur, Ayman dit le futur est conditionné par le présent et vice-versa. Bravo, bravo.
Très très bien dit. Nabil Chourouki, le management est une science car il se fonde sur des méthodes et des techniques pratiques. Oui, oui. Ikram Chourouni, apprendre du passé pour un bon futur. Apprendre, ça c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que en même temps, le quotidien ne doit pas être déconnecté par rapport à la stratégie de l'entreprise. Maintenant, le quotidien doit prendre en considération les décisions stratégiques qui ont été prises. Maintenant, lorsqu'on fixe une décision stratégique, alors normalement, ça doit avoir des retombées sur le quotidien. C'est automatiquement, tout ce qui est stratégique retombe sur le quotidien. Et tout ce qui est quotidien doit influencer le choix stratégique. Le manager doit jongler avec ces deux éléments, à savoir le volet stratégique et le volet opérationnel, ou là le volet donc, souci quotidien de l'entreprise. Le management est crucial pour dynamiser les salariés, susciter leur envie de créer, d'innover, de concourir au succès de l'entreprise. Il en va de l'intérêt commun. Très très bien. Ouais. Vision à long terme. J'aimerais vous dire une chose avant de passer maintenant à l'entreprise. C'est un élément important. Bon, arrêtez les messages pour ne pas, parce qu'il y a beaucoup de messages. J'aimerais vous dire une chose. Quelle est la raison d'être du management? Quelle est l'utilité du management? Quelle est l'utilité déjà d'étudier cette matière? Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, lorsque vous allez étudier la comptabilité, vous dire, ah, bah, la comptabilité, ça sert à ça. Ça sert donc à tenir une comptabilité d'entreprise, ainsi de suite. Lorsque vous allez étudier le commercial et le marketing, ça sert donc à la vente, le marchéage, etc., etc. Mais le management, ça sert à quoi? Étudier le management. Surtout que, je viens de vous dire que il y a des gens qui n'ont pas étudié et qui ont réussi leur, on va dire, carrière professionnelle comme patron d'entreprise. Normalement, le management en tant qu'humain existe depuis Adam. Oui. Alors, ok. Et Ève et son père, les premières formes domestique, c'est-à-dire le management familial. Oui, c'est très bien, très très bien. Effectivement, la principale fonction du management consiste donc à organiser le travail de tous les collaborateurs de façon à optimiser la production, assurer l'acheminement bien sur le marché. Oui, très bien. Là, Anna, d'abord, j'aimerais vous expliquer une chose. C'est que en quoi le management est si important. Et là, on va être très pratique. La réponse d'Yann. Très pratique. Un manager, ça touche combien? En général, par rapport aux autres salariés. Parfois 10 fois leur salaire. Déjà, je me rappelle vous avoir donné l'exemple du coach d'une équipe de football. Combien touche le footballeur? Le footballeur, c'est lui qui joue, c'est lui qui sue, c'est lui qui se fatigue, c'est lui qui risque même d'être blessé, etc., etc. D'accord? Et le coach, qui est assis sur le banc du touche, en train d'orienter tout ça, il touche 10 fois plus et même parfois plus le salaire de ce footballeur. Même chose dans l'entreprise, le manager touche largement plus que Flèche. Pourquoi? Parce que justement, le manager, c'est lui qui coach, c'est lui qui manage, etc. Il a une responsabilité d'abord de tout le monde. Il a une responsabilité de la survie de toute l'entreprise. D'accord? Les décisions qu'il prend, ce ne sont pas des décisions qui vont avoir juste des retombées sur le quotidien. Ce sont des décisions qui vont avoir des retombées sur le futur de l'entreprise et donc sur le futur de tout le monde. D'accord? Deuxièmement, c'est difficile sa mission. Pourquoi? Parce qu'on va dire que les autres, c'est-à-dire les salariés, les exécutants, les subalternes du manager, pour qu'ils puissent décider, ils ont des informations. C'est-à-dire, normalement, pour décider, on a une information. Quelqu'un qui va tenir une écriture comptable, il a besoin d'informations sur le montant de l'achat, ainsi de suite, pour faire donc l'écriture comptable. D'accord? Donc, l'information, elle est à disposition du subalterne. Par contre, le manager, en général, dans le cas le plus courant, il n'a pas d'informations suffisantes. C'est-à-dire, il est obligé de décider en l'absence d'informations claires. C'est ça ce qui est important.
il s'attaque à une mission difficile et une mission presque impossible parfois, c'est-à-dire décider dans le flou, dans l'absence d'information. Voilà ce qui donne au manager ce poids. D'accord. Donc, le manager il est en train de signer. Non, il est là, la tête khadama. D'accord. Vous voyez. Autre chose, une personne qui travaille dans une entreprise, lorsqu'il termine donc sa journée, ça y est, donc il va chez lui ou là, dans quelque ailleurs, il va donc faire autre chose. Par contre, le manager, même s'il revient chez lui, il apporte avec lui tous les soucis de l'entreprise. Parce qu'on a des dossiers qui sont des dossiers stratégiques, des fenêtres. C'est très important. Donc, il ne dort même pas, d'accord, comme les autres. C'est ça. C'est une mission très difficile. C'est pour cela qu'il doit toucher normalement beaucoup plus que les autres. Ça, c'est un point donc très important qui convient justement de noter. Alors, on passe maintenant à l'entreprise. C'est un rappel, mais avec des ajouts. Donc, vos camarades qui ont assisté à la dernière séance, qui était une dizaine, remarquent que j'ai fait un rappel, avec des ajouts, justement, donc, pour que le cours soit quand même donc, également profitable pour les étudiants qui ont assisté à la dernière séance. Il prend le risque, effectivement, contrairement aux autres. Bravo. Non, il faut écrire plusieurs... Nouman al-Ammari. Non, n'écrivez pas une phrase plusieurs fois, parce que sinon, ça dérange. Je lis des fois donc vos phrases. C'est bien, il prend le risque, c'est ça, c'est très intéressant ce que tu as dit. Il prend le risque, un risque parfois même énorme. Nabil Shourouki, l'entreprise est au cœur de l'actualité. Oui, alors on passe maintenant au registre entreprise. Alors, définition générale d'entreprise. C'est une organisation de production de biens ou de services à caractère commercial. Comme j'avais expliqué à vos camarades, la nature, donc, comment dirais-je, commerciale de l'activité de l'entreprise, c'est elle qui fait de l'entreprise une entreprise. C'est elle qui fait la différence entre une entreprise et une autre entité. Donc, comment dirais-je, qui fait par exemple des activités de charité comme des associations, etc. Donc l'entreprise, non. Elle a une activité à caractère commercial. D'accord. À caractère commercial. Juridiquement autonome. Très bien. Alors, Rania Dono, l'entreprise est une entité, unité économique juridiquement autonome, organisée pour produire des biens et services sur le marché, bien, et aussi l'entreprise peut être vue comme une réalité économique, humaine et juridique. C'est ce qu'on va voir. Très bien. Très bien. Husna Choukri, l'entreprise est un groupement humain hiérarchisé qui met en œuvre des moyens intellectuels, physiques et financiers, bravo, pour produire des biens et des services. Très bien. Alors, je vais quand même donc m'arrêter à ce niveau-là. L'entreprise, c'est une unité de production maîtresse de l'économie. C'est un agent économique important. Ça, vous allez également l'étudier au niveau des sciences économiques. La matière introduction, je pense, aux sciences économiques. L'entreprise, c'est un agent économique. C'est un agent économique principal. C'est un agent économique, ça c'est un point important, c'est un agent économique dont la fonction principale, c'est la production. Les entreprises consomment également, mais leur fonction principale dans l'activité économique, c'est produire. Mais c'est une production pour la revente, hein, je précise. Il y a des élèves, qui n'ont pas pu accéder au lien à l'âge. Pourquoi? Pour quelle raison? Il suffit de cliquer sur le lien pour qu'ils puissent. D'accord. Alors, commercial, ça veut dire la revente. Hein. Commercial, ça veut dire la revente. D'accord. Session terminée. Ah, d'accord. Ah, attendez, il faut peut-être prolonger la séance parce qu'on a, malheureusement, avec les problèmes techniques, on a commencé tard. Je vais essayer de voir est-ce que c'est possible de prolonger la séance, Blati. Attendez un petit moment.
Bien, alors l'étudiant qui m'a posé la question, pour certains étudiants qui n'en sont pas arrivés parce qu'ils sont venus en retard par rapport à la séance, mais j'ai mouchkil. Alors maintenant, j'ai rectifié la programmation, dites-leur de rentrer maintenant. Donc maintenant, ça sera possible. J'ai rectifié les paramètres de la session. Alors, je pense qu'ils peuvent rentrer et donne-moi un retour. Il est qu'un autre lot, dis-moi que c'est bon. C'est bon? Très bien. Alors, on va passer maintenant à la typologie des entreprises. Alors là, nous allons donc aborder trois typologies d'entreprises. Premièrement, la typologie selon la nature de l'activité. Typologie selon la nature de l'activité. Alors, premièrement, on a bien sûr les entreprises à caractère agricole. Deuxièmement, les entreprises à caractère industriel, Sénaïa. Troisièmement, à caractère commercial. Et les entreprises à caractère financier, d'accord, comme les banques, les assurances, par exemple. Alors ça, c'est la classification selon la nature de l'activité. Deuxièmement, nous avons la classification selon la nature juridique. On a les entreprises publiques, ça veut dire détenues par l'État, d'où là. Les entreprises semi-publiques, c'est-à-dire en partie détenues par l'État et en partie détenues par le privé. Et les entreprises qui sont totalement, dont le capital est détenu totalement par le privé. Et on a troisièmement, toujours dans, par exemple, toujours dans le cadre de la nature juridique, on a la classification du statut juridique de l'entreprise. Société de personnes, SNC, société en nom collectif, société à responsabilité limitée, SARL, SA, société anonyme, SCS, société en commandite simple, SCA, société en commandite par action. Les types de SNC, etc., on va les voir à part. Donc après, Inch'Allah, et vous aurez même un cours plus détaillé, rien que sur le statut juridique des entreprises. Troisièmement, selon la taille. Alors là, on peut également, bien sûr, classer les entreprises, ou la typologie, classifier les entreprises sous forme, selon leur taille. TPE, PE, PMI, PME, grande entreprise. TPE, très petite entreprise. PE, petite entreprise. PMI, petite et moyenne industrie. PME, petite et moyenne entreprise. Et enfin, grande entreprise. Alors en général, on les classe en fonction de l'effectif, mais sinon, il y a d'autres critères de dimension, tels le chiffre d'affaires, le capital, etc. On va voir ça tout à l'heure. Entreprise privée, on a deux types, individuels et sociétaires. Effectivement, individuel, ça veut dire détenu par une seule personne, sociétaire, ça veut dire plusieurs, donc associés. Bravo Amina Choukri. Alors, Chouri plutôt. On peut regrouper le secteur commercial et le financier en un seul secteur, oui. Effectivement, donc parfois, on appelle ça le secteur tertiaire, d'accord. Donc, le secteur des services. On peut également adopter cette classification. Savez-vous combien il existe de types d'entreprises dans le secteur social? Bon, là, énormément, bien sûr. Donc là, lorsqu'on parle de secteur social, c'est un secteur qui est en dynamique aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce sont les entreprises qui s'attaquent donc à des problématiques à caractère social. Donc, toutes les entreprises, quelle que soit donc leur activité, peuvent donc concourir à la survie donc du social. Et donc, tous les secteurs peuvent, bien toutes les activités, toutes les entreprises peuvent participer donc directement ou indirectement donc au secteur dit social. Sinon, donc, les entreprises, bien les organisations à caractère typiquement social, c'est bien évidemment les associations, ou bien les ONG de manière générale, les organisations non gouvernementales. On va voir ça, la différence entre SCS et SNC. On va voir toute la différence tout à l'heure entre tous les types que je viens de vous exposer maintenant. C'est en fonction de nombre d'associés, en fonction du capital, en fonction également du mode de gestion, du mode de direction de l'entreprise, ainsi de suite. Ça, on va le voir donc tout à l'heure en détail. Amina Chouri, service de commerce et services. Le troisième selon le budget, voilà.
Et les entreprises qui sont en ligne. Écoutez, c'est une bonne question. Alors, c'est une très bonne question. Et les entreprises qui sont en ligne, c'est-à-dire, euh, je sais que vous risquez parfois, on risque de penser que les entreprises qui sont en ligne, ce sont des entreprises. Non, les entreprises qui sont en ligne, ils obéissent à la même classification que les autres entreprises, sauf qu'ils ont une interface en ligne. D'accord? Ils ont une interface en ligne. Ils peuvent, oui, avoir ou non un siège physique, social physique, d'accord? Une présence physique. Ils peuvent l'avoir ou non, mais de toutes les manières, ils opèrent dans une telle ou telle activité. D'accord? Soit une activité agricole ou industrielle ou de service, etc. Mais il faut quand même, c'est vrai, il y a une particularité, ce sont des entreprises qui opèrent dans un domaine où il y a, comment on dirait, ce qu'on appelle des produits à contenance informationnelle, en général, hein, d'accord? Les entreprises de presse, ce qu'on appelle les entreprises de fabrication du contenu, qui fabriquent un contenu publicitaire, un contenu cinématographique, humoristique, tel que par exemple les youtubeurs. Un youtubeur, c'est une entreprise. C'est une petite entreprise quand même, d'accord, qui fabrique un contenu et qui le vend, si vous voulez, donc à travers donc, une sorte de présence sur la toile. Donc, il y a quand même quelques différences, mais en général, ça reste des entreprises, d'accord, qui ont leur propre marketing, c'est vrai, mais qui restent des entreprises qui respectent un petit peu, grosso modo, la même classification que les entreprises qui opèrent donc dans la sphère plutôt réelle, entre parenthèses. On va voir tout ça, donc société en nom collectif, etc. On va voir tous ces éléments après, Inch'Allah. Alors, classification en secteur, branche et filière. Là, on va classifier les entreprises selon donc leur appartenance à un secteur, branche ou bien filière. On parle de secteur, ça veut dire toutes les entreprises qui ont la même activité principale. C'est-à-dire que des entreprises, ils peuvent avoir plusieurs activités, mais on va les classer en fonction de leur activité principale. Et on va réunir toutes les entreprises qui ont la même activité principale dans un même secteur. Comme j'avais donné comme exemple, mon camarade, si on dit par exemple le secteur de l'automobile, c'est toutes les entreprises qui opèrent, qui ont comme activité principale la fabrication des automobiles. D'accord? Comme activité principale. Sachant qu'elles peuvent avoir d'autres activités annexes à part l'automobile. Ça, c'est le secteur. La branche regroupe toutes les entreprises, ou parties d'entreprises qui participent à la fabrication d'un même type de produit. Là, on n'est plus maintenant dans la logique activité principale. On est maintenant dans la logique produit, type de produit. C'est-à-dire, cette entreprise, si elle fabrique ce produit-là, que ce soit à titre d'activité principale ou non, elle fait partie de cette branche. D'accord? Elle fabrique par exemple des PC. D'accord? Ok? Branche informatique. C'est la branche informatique. Même si ce n'est pas son activité principale. Donc, du moment qu'elle fabrique des PC, elle rentre dans la branche informatique. Vous voyez? Donc là, c'est différent. Le secteur, c'est par rapport à l'activité principale. La branche, c'est par rapport au produit. Maintenant, la filière. Je viens de la filière. C'est l'entreprise. C'est l'ensemble des entreprises à activité complémentaire qui concourent à la réalisation d'un produit fini. Toutes les entreprises qui fabriquent un PC. Il y a plusieurs matières premières qui sont utilisées. Il y a des processeurs, il y a du plastique, il y a du fer, il y a, etc. D'accord? Des circuits électroniques, etc. Alors, il y a plusieurs entreprises qui participent. D'accord? Il y a des entreprises qui fabriquent telle matière première, tel produit semi-fini, ainsi de suite, pour qu'enfin qu'il y ait ce PC-là comme produit final. Toutes ces entreprises appartiennent à la filière informatique. Elles participent de l'amont vers l'aval, mais du début jusqu'à la fin, à la fabrication de ce produit final qui est le PC. Cette succession d'entreprises, on l'appelle une filière. D'accord? Très bien. Pouvez-vous donner des exemples faciles à comprendre? Classification. Alors, je répète. Secteur ou branche ou filière. Je répète. Il y a secteur. Le secteur, il regroupe les entreprises qui ont la même activité principale.
C'est-à-dire que ce soit des entreprises qui fabriquent des produits de manière subsidiaire ou la secondaire, ou là des entreprises qui fabriquent telle activité de manière principale, ce qui nous importe, c'est l'activité principale. D'accord? S'il s'agit par exemple d'un secteur du textile, alors les entreprises qui ont comme activité principale le textile sont rangées dans le secteur textile, même si certaines d'entre elles ont d'autres activités autres que le textile. ولكن كتحسب على le secteur du textile. علاش؟ parce que l'activité principale ديالها c'est le textile. D'accord? Très bien. Par contre, la branche, non. La branche, elle regroupe toutes les entreprises qui fabriquent un produit. Savoir où le produit, c'est son activité principale ou là non. D'accord? Il peut être un produit qu'elle fabrique de manière secondaire, la branche. D'accord? Donc, parce qu'elle le fabrique, même si ce n'est pas son activité principale. Maintenant, pour la filière, la filière automobile. La filière automobile. C'est de l'acier jusqu'à la voiture, c'est-à-dire la matière première jusqu'à le produit fini. Tout en passant par les vitres, en passant par les pneus, en passant par justement les circuits électroniques, par l'électricité, par les lampes, par tout, par les coussins, par tout. D'accord? Alors, toutes les entreprises qui fabriquent un élément qui rentre dans la composition de la voiture fait partie de la filière voiture, la filière automobile. D'accord? Donc, il y a une sorte de complémentarité. J'espère que c'est clair maintenant. Merci à vous. Alors, on passe maintenant aux critères de dimension. Alors, là, on a l'effectif employé, le chiffre d'affaires, la part de marché, la valeur ajoutée. Et donc, c'est quoi? Ce sont des critères de dimension, la dimension. Moi, je suis l'entreprise petite ou la moyenne ou la. D'accord? Critère de dimension. Nous le premier critère. Le premier critère, c'est l'effectif employé. Il y a le personnel. Combien de personnes employées dans cette entreprise? C'est un critère. Par exemple, en deçà de 10, on parle de très petites entreprises. D'accord? Vous voyez? Donc, l'effectif de l'employé est un critère de dimension de l'entreprise. Une entreprise qui emploie 300 000 personnes, ça va de soi, c'est une grande entreprise. Hein? Par rapport à quoi? Par rapport à l'effectif employé. D'accord? Parfois, on dit qu'au-delà de 200, c'est une PME, au-delà de 500, c'est une grande entreprise. Vous voyez, c'est un critère qui est des fois utilisé pour dimensionner, pour dire est-ce que c'est une petite entreprise ou la PME, petite et moyenne entreprise, ou la grande. Deuxième critère, le critère chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, chiffre d'affaires. Alors, on a deux manières de le calculer. Soit on le calcule en volume, ou là on le calcule en valeur. En volume, c'est la quantité vendue. Vous voyez, les quantités vendues. Combien vous avez vendu d'unités? Maintenant, par exemple, supposons on commercialise par exemple des laptops. Alors, il s'agit ici d'un chiffre d'affaires en volume qui se calcule en fonction de la quantité vendue de laptops. Donc, il s'agit justement d'un chiffre d'affaires en volume. Par contre, en valeur, il va falloir multiplier cette quantité vendue par le prix de vente unitaire. D'accord? Le prix de vente de chaque unité. Pour donc calculer le chiffre d'affaires en valeur. C'est le deuxième critère de dimension. Donc, le premier critère de dimension, c'est l'effectif employé. Le deuxième critère de dimension, c'est le chiffre d'affaires. Très bien. Troisièmement, la part de marché. La part de marché, comme son nom l'indique, la part de l'entreprise dans le marché. Comment on la calcule? On prend le chiffre d'affaires d'Yala, que ce soit en volume ou là en valeur, donc on prend le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, en général, pendant l'année, d'accord? Le chiffre d'affaires annuel. Et on le divise par le chiffre d'affaires du marché. Le marché. Le marché dans le sens quoi? Dans le sens toutes les entreprises qui ont la même activité que l'entreprise, un chiffre d'affaires de l'entreprise X sur le chiffre d'affaires du marché à laquelle
auquel appartient l'entreprise X. Il est quand l'entreprise, c'est une entreprise qui opère dans le domaine informatique, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise, par exemple Apple, d'accord, divisé par le chiffre d'affaires du marché informatique. D'accord. S'il s'agit du chiffre d'affaires de Renault, c'est chiffre d'affaires de Renault divisé par le chiffre d'affaires du marché de l'automobile. Très très bien. Donc, c'est la part de marché. Et elle dit qu'elle la part de marché absolue. Je veux part de marché absolue pour faire la différence avec la part de marché relative dans une autre matière, je pense. Chiffre d'affaires de l'entreprise sur chiffre d'affaires du marché. Qu'est-ce que ça veut dire critère? Critère, il y a معايير. Critère, il y a معيار. Un critère هو المعيار باش كنقولوا هذه l'entreprise elle est petite ou la grande. شنو هو هذا المعيار؟ واش l'effectif, nombre de personnes qui travaillent dans l'entreprise ou la رقم المعاملات d'affaires ou la part de marché ديالها. Et enfin, nous avons d'autres critères بحال مثلا entre le bénéfice net et la part de marché. Là, ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Le bénéfice net بوحدو, part de marché بوحدها. Le bénéfice net, c'est ce que l'entreprise va réaliser comme profit. Parmi les critères, qui est la valeur ajoutée, le profit. D'accord. L'entreprise tire un bénéfice. Comment on calcule le bénéfice? Les rentrées, justement le chiffre d'affaires, ou nous les charges, toutes les charges. Les rentrées, moins les charges. Ou le bénéfice. Par contre, la part de marché, là, la part de marché, c'est par rapport au marché. Combien je réalise moi comme chiffre d'affaires? C'est le bénéfice. رقم البيع شكون اللي بعت الثمن اللي باش بعتو الثمن باش بعتو فلوس اللي دخلت ماشي لو بينيفيس جوست لي فونت divisé par le chiffre d'affaires du marché كنلقى ما بار شحال النسبه ديالي واش 10% 15% 20% هذه هي لا بار دو مارشي. Comment on calcule le chiffre d'affaires? راه شرحتو Monsieur, comment sont les questions des critères de dimension sur les exercices, sur les examens? On va parler après de l'examen. PVU, Mohamed dit. PVU, c'est prix de vente unitaire. PVU, c'est le prix de vente unitaire. Bon, c'est pas grave. Prix de vente unitaire. Je ne comprends pas, monsieur. Tu ne comprends pas quoi? Est-ce qu'on peut trouver des fois des traits présentés selon la dimension et en même temps un grand selon le chiffre d'affaires? Bravo. Kautsar Douhaimi, très bonne question. Très bonne question. Alors, Kautsar Douhaimi pose la question suivante. Est-ce qu'on peut trouver des fois un trait dans des entreprises très petites selon un critère, et en même temps grand dans un autre critère? Oui. Très bonne question. Alors, c'est vrai. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Il y a une entreprise de service. L'entreprise de service peut avoir, pour les étudiants qui posent des questions, rapidement PVU. Alors, comme ça, PVU, c'est prix de vente unitaire. Voilà. Là, on s'appelle PVU. Alors, que l'on veut, loi, entité, vendue. Voilà. Très bien. Je reviens à la question de votre camarade qui est intéressante. Maintenant, il a une entreprise de service, de conseil, je sais pas, ça fait une entreprise tout simplement de conception publicitaire, une agence publicitaire, fiduciaire par exemple. Et l'emploie quelques personnes, parfois même pas une dizaine, 2, 3, 4, maximum 10, vous voyez. Parfois, vous trouvez une entreprise avec 2 personnes, c'est tout. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est la dimension effectif employé. Si on considère l'effectif employé, c'est une très petite entreprise, il y a 2 personnes. Mais si on voit le chiffre d'affaires qu'il réalise, parce qu'il a de grands marchés, et c'est une entreprise de service, une entreprise peu travaillistique. Une entreprise peu travaillistique. Il utilise peu de travailleurs. ولكن en même temps, le chiffre d'affaires qu'il réalise, c'est un chiffre d'affaires énorme, qui la classe parmi les grandes entreprises. Oui, le CAC. Après que la classification retenue par le ministère, la classification retenue, c'est la classification chiffre d'affaires. On va donc discriminer l'entreprise entre. Alors, qu'est-ce que le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires
que ce soit en volume, nombre d'unités vendues. Je vends des PC, combien de PC j'ai vendu? J'ai vendu 400 PC. Le chiffre d'affaires en volume, c'est 400 PC. Il a chaque PC, je l'ai vendu à 5000 dirhams. Le chiffre d'affaires, c'est 400 fois 500. Fois 5000. 400 PC fois 5000 dirhams. D'accord? La quantité fois le prix de vente unitaire de chaque unité, bien sûr. D'accord? Bien sûr, si le prix de vente est le même pour tous les PC, ça va soi. Sinon, on va affecter à chaque PC son prix de vente propre à lui. La classification grande entreprise 100 et plus, non. TPE 0 à 9, non. Donc la classification n'est pas retenue. Je vous montre qu'il y a donc une classification officielle selon en fonction du chiffre d'affaires. La part dans la bourse. Là, la part dans le capital de l'entreprise et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ou là, son capital. D'accord? Je n'ai pas encore expliqué ça. Et effectivement, il y a également d'autres critères tels que le capital, tels que le profit, tels que le niveau d'investissement, tels que la valeur ajoutée que j'avais expliqué à vos camarades la séance précédente. C'est pas grave de revenir sur ça. C'est quoi la valeur ajoutée pour les étudiants qui étaient là? Mohamed Amin, très bien. Production offerte, moins la consommation intermédiaire. Bravo. Imen Shemsi, c'est la richesse créée par l'entreprise et elle sert à la rémunération des agents qui y ont participé. Bravo. On dépasse le secteur primaire qui est dominant, puis le secteur secondaire qui est développé. On finit par dépasser le secteur secondaire. Enfin, le secteur tertiaire prend l'importance et devient important. Oui, c'est bien. Alors, effectivement, la valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise. C'est la valeur du produit offert sur le marché. Un produit à roi, il est offert sur le marché, la valeur d'ILO, moins ce qu'il a consommé comme matière première, produit semi-fini. La consommation intermédiaire. Très bien. Amina Chouri, très bien. Production offerte, moins consommation intermédiaire. Production offerte, la valeur du produit sur le marché, moins la consommation, ce que le produit a consommé. Très bien. On passe maintenant à la définition d'entreprise selon l'optique économique. Alors, l'entreprise comme unité de production, c'est la combinaison de facteurs de production, ou l'entreprise comme unité de répartition. Alors, combinaison de facteurs de production, il y a le facteur, on l'appelle travail, ou la ressource humaine, ou la capital humain, ou le facteur physique, donc l'argent, ou le facteur technique, tout ce qui est matériel, tout ce qui est machine, ainsi de suite. On peut ajouter le facteur information. Parfois, on passe sous silence à le facteur ADA. Parce que l'information, c'est également un facteur de production, une ressource importante qu'on utilise. Deuxièmement, l'entreprise comme unité de répartition. Parce que l'entreprise, une fois elle produit, elle répartit le fruit de cette production entre les différents agents qui ont participé à cette production. D'accord? Bien évidemment, qu'il y a les actionnaires qui ont participé avec leur action, leur mise. Il y a les salariés qui ont participé par leur travail. Il y a les bailleurs de fonds, les financeurs, les banques, etc., qui ont participé par leur prêt, etc., ou par leur participation dans le capital parfois, dans le cas du financement participatif. Il y a également l'État qui a participé parce qu'il a mis entre les mains des entreprises une infrastructure qui, sans elles ne pourraient pas produire. Très bien. Donc, il y a plusieurs participants qui doivent avoir une part dans cette production, d'où l'entreprise est une unité de répartition, justement, de la production entre les agents qui ont participé. Définition d'entreprise selon l'optique juridique. L'entreprise agit en fonction d'un statut. SA, SNC, etc. Ou la personnalité juridique choisie par les fondateurs de l'entreprise. Alors, non. La SARL, la SA, la SNC, la SCS, etc. D'accord? Très bien. L'élément, on va le voir dans le chapitre sur les structures de l'entreprise, structure juridique de l'entreprise. D'accord? On a la typologie d'entreprise, typologie juridique d'entreprise. On va voir ça en détail. D'accord? Avec
comme je vous disais tout à l'heure, la différence entre tel ou tel statut juridique et quels sont justement les critères que l'entreprise doit avoir pour qu'elle puisse adopter tel ou tel statut juridique. Ça, on va le voir en détail. Enfin, la définition proposée par l'entreprise. C'est une organisation, là c'est un ensemble d'activités coordonnées, le terme coordonné, l'entreprise est un ensemble d'activités coordonnées fonctionnant selon une certaine structure et tendant à la réalisation d'un objectif. D'accord? C'est un ensemble d'activités coordonnées fonctionnant selon une certaine structure et tendant à la réalisation d'un objectif. Donc, on a, premièrement, activité coordonnée. Sans coordination, il n'y a pas d'organisation. Là, la coordination est d'accord, qui fonctionne selon une certaine structure. Là, c'est un élément très important qui est un pilier dans le management, la structure de l'entreprise, comment l'entreprise est structurée, comment les tâches sont affectées, qui fait quoi et qui rend compte à qui. Ça, c'est également un élément important. Et qui tend vers la réalisation d'un objectif. Alors, là également l'objectif. Donc, une structure ou une organisation doit avoir des objectifs et doit chercher à les réaliser. Très bien. Donc, ça, c'est une définition à retenir également importante. Objectif de l'entreprise. Alors, quels sont les objectifs justement de l'entreprise? Premièrement, la survie, tout simplement. La survie, dans quel sens? Dans le sens où l'entreprise doit garder sa part de marché, garder son produit comme un produit qui répond à un besoin réel dans le marché, parce que c'est un produit dépassé, qui ne répond plus aux besoins. Il faut faire également attention aux menaces concurrentielles, parce que parfois un concurrent peut donc éjecter l'entreprise du marché. Donc l'entreprise doit chercher d'abord sa survivre. On est qu'un survie de l'entreprise, c'est-à-dire également survie des emplois dans cette entreprise-là. D'accord? Donc le premier élément, le premier objectif, c'est la survie. Deuxième objectif, c'est la continuité de sa politique générale. Donc, il faut que la politique générale de l'entreprise soit continue et non pas, à chaque fois un changement de politique générale. Il faut qu'il y ait une logique continue de la politique générale de l'entreprise. La politique. Une entreprise diversifiée ou une entreprise spécialisée. Qu'est-ce que la politique générale? Ou là, une entreprise il y a comme politique générale des prix compétitifs, des prix très bas, des prix accessibles à tout le monde. Ça, c'est pas la ligne idéale. Il ne faut pas qu'elle perturbe, déstabilise sa politique générale. Troisièmement, l'homogénéité de conception de ces différentes politiques. Effectivement, l'entreprise a plusieurs politiques, plusieurs fonctions. Fonction de production, fonction de tarification, fonction financière justement, fonction marketing. Et une sorte de homogénéité d'accord, entre ces différentes politiques. Mais quand j'ai une politique d'un produit de luxe, le marketing, un marketing vraiment comment dirais-je, adapté aux produits de grande consommation. Non, c'est une sorte d'homogénéité mais les politiques de l'entreprise. Quatrièmement, la stabilité des rapports avec l'environnement. L'entreprise doit avoir des relations avec l'environnement mondial, l'environnement concurrentiel, l'environnement des partenaires, fournisseurs, distributeurs, l'environnement avec l'État, donc partenariat avec l'État ou la relation avec l'État, avec les administrations de manière générale, etc. Donc là, environnement avec les citoyens, ça c'est important également, environnement avec la société, relation avec la société, tout ça, ça doit être marqué par une sorte de stabilité des rapports. Parce qu'il y a une perturbation dans ces rapports avec son environnement. Enfin, stabilité dans ses relations sociales à l'intérieur de l'entreprise. Il y a à l'intérieur, d'accord? Alors, c'est un point également important. Amina Chouri, homogénéité chefafia, là, mais si chefafia. Non. L'homogénéité, c'est
d'accord, ou la تجانس, plus exactement, ماشي نتيجة, تجانس, d'accord, ماشي شفافية, الشفافية هي la transparence, الشفافية هي la transparence. Yassine Elbahi, très bien, avec un bon climat social. Et à l'intérieur, sur les conflits ou des problèmes, etc., ça c'est pas bien. Ça, avec le temps, ça nuit donc à l'entreprise. Ça nuit à l'activité de l'entreprise et ça peut même conduire l'entreprise vers la disparition. C'est pour cela que l'entreprise doit veiller. Donc le management, justement, le manager doit veiller à ce que les relations sociales à l'intérieur de l'entreprise reste stable. Très bien. Alors, je pense qu'on va s'arrêter dans 2 minutes. D'accord, voilà, résumé. On va juste terminer ça, on va juste donc s'arrêter dans 2 minutes. Est-ce que vous avez un cours, à quelle heure vous avez l'autre cours? À quelle heure vous avez le cours qui succède? À 13h30. Bien, c'est bien, très bien. Il y a des gens qui disent 13h, 13h30 je pense. Mais bien, c'est bien. Donc je vais vous lâcher dans 5 minutes maximum pour que vous puissiez reposer. J'ai un cours justement à 13h30. Alors le cadre d'activité de l'entreprise. L'entreprise réalise 5 fonctions économiques complémentaires. 1. L'approvisionnement et la production. L'approvisionnement des matières premières, etc. et la production. 2. La distribution des biens et services. 3. La répartition des revenus, comme je viens de vous expliquer, entre les gens qui ont participé à ce revenu-là. L'accumulation du capital par l'investissement, lorsque je réalise des gains, je les réinvestis, je les réinjecte dans le capital. D'accord? Donc là aussi, c'est une fonction. Enfin, le financement, tout simplement, de l'activité, que ce soit le financement donc, des opérations ou bien le financement donc, des investissements futurs de l'entreprise. Alors, enfin, en résumé, l'entreprise est une cellule sociale très liée, parce qu'il y a des gens qui travaillent à l'intérieur. C'est une cellule sociale qui produit de la valeur, on va rajouter justement, qui répartit des revenus et qui est placée sous l'autorité d'un centre de décision. Il y a un chef, et on va revenir sur cette notion-là après, Inch'Allah, le centre de décision. Alors, on récapitule. L'entreprise, c'est une unité de production de biens et de services. Il a une fonction d'innovation, ça veut dire renouveler la combinaison production productive et des produits, c'est-à-dire à chaque fois il innove, à chaque fois il lance de nouveaux produits. Troisièmement, l'entreprise, c'est une unité de répartition de revenus, comme on vient de dire. Elle partage, c'est une entreprise qui permet le partage de la valeur ajoutée, comme on vient d'expliquer, entre personnel, organismes sociaux, prêteurs, ainsi de suite. Répartition des gains de productivité. Donc, la dernière séance, je vais la réexpliquer pour les étudiants qui n'étaient pas présents. Répartition des gains de productivité, l'intajia. Productivité, l'intajia. Baisse des prix de vente ou bien meilleure rémunération du personnel. Si l'entreprise a une productivité meilleure, maintenant, au début, elle produisait, maintenant, on va dire 100 chemises par jour. 100 chemises par jour. D'abord, elle produit 200 chemises par jour. Alors, le coût unitaire va baisser. Le coût de chaque chemise va baisser. Alors, si le coût unitaire baisse, on a deux choix. Soit on va baisser le prix de la chemise, mais ça à 100 dirhams, à 90 dirhams. Donc, on va baisser le prix. Dans ce cas-là, qui va profiter? C'est le consommateur final. Ou là, on va garder le même prix. On va dire que la différence, c'est que le gain, on va en profiter qui? On va en faire profiter le personnel, c'est-à-dire les travailleurs. Donc, la répartition des gains de productivité. On va faire profiter le consommateur ou là, on va faire profiter le personnel. Et on peut parfois faire profiter les deux en jonglant avec eux. Le problème, ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire? Monter chiffre d'affaires infinité, oui. Pouvez-vous parler des examens? Mais les examens, après, on va en parler, Inch'Allah. On n'a pas le temps maintenant. Après, Inch'Allah, on va parler donc en détail des examens, Inch'Allah. Les examens, normalement, à force, il y a un QCU. QCU, c'est-à-dire question à choix unique. On va après, là, tête reposée. On n'a pas le temps. Alors, QCU, question à choix unique. C'est-à-dire les examens.
D'accord? Question à choix unique. Alors, question à choix unique. Ne soyez pas inquiets, non, 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 ne soyez pas inquiets, Inch'Allah, toute chose va se dérouler dans de bonnes conditions. Tout examen va se dérouler dans de bonnes conditions, Inch'Allah. L'essentiel, concentrez-vous sur le cours maintenant. L'entreprise est une cellule sociale. Donc, bon, j'ai sauté l'accroissement du chiffre d'affaires. Ça aussi, c'est parce que l'entreprise, elle doit, au-delà de la survie, elle doit croître. D'ailleurs, pour survivre, elle doit croître. Croître, elle doit faire croître son chiffre d'affaires. Ça, c'est automatique. L'entreprise doit absolument de temps à autre augmenter son chiffre d'affaires. L'entreprise est une cellule sociale qui constitue un groupe social qui est motivé par un projet. C'est un groupe social. C'est vrai, les gens travaillent dans des entreprises pour qu'ils puissent donc gagner leur vie et tout ça, mais ça reste quand même des gens qui ont une sorte de relations sociales, etc. Et à l'intérieur, il y a des relations sociales, il y a des amitiés, etc. Il y a parfois même malheureusement des conflits. Donc, il y a le paramètre social est très présent. Donc, c'est une cellule sociale. Donc, un centre de décision. La décision, elle est partout. Depuis la décision du manager, top management, jusqu'à la décision du très petit exécutant, en passant par les décisions du middle management, c'est-à-dire les décisions des cadres, etc., des chefs de division, ainsi de suite. Donc, les décisions, c'est le quotidien de l'entreprise. Chaque jour, ils se prennent beaucoup de décisions dans une entreprise. Que ce soit des décisions opérationnelles quotidiennes, les décisions tactiques ou les décisions stratégiques. C'est-à-dire la typologie des décisions. On le chapitre la stratégie, Inch'Allah, le dernier chapitre de ce module. L'entreprise en face est un système ouvert et finalisé. D'accord? L'entreprise, c'est un système ouvert et finalisé. Alors, ouvert, c'est un système ouvert. Ouvert sur son environnement. Ce n'est pas un système fermé. L'environnement agit sur l'entreprise et l'entreprise agit sur l'environnement. C'est un système ouvert et c'est un système finalisé. Finalisé, automatiquement vous pensez à objectif. C'est un système finalisé. Il y a des fins. D'accord? Il y a des finalités. D'accord? C'est un système d'entreprise, c'est un système qui a des objectifs et il ne peut pas travailler sans objectif. Ça, c'est un point très important. Voilà, je pense que la séance touche à sa fin. Donc, la typologie, Inch'Allah, la séance prochaine. Je voulais sincèrement faire de la séance, comme chapitre 2, vu que la majorité n'était pas présente la dernière séance, c'est normal, la première séance, la première semaine, il y a beaucoup de problèmes techniques. Malheureusement, on n'a pas pu avoir, enfin, les étudiants n'ont pas pu se connecter et tout ça. Nous-mêmes, nous avions quelques difficultés. Aujourd'hui, malheureusement, là, tout a un problème de son. Je ne sais pas, il faut le régler. J'ai dû migrer vers mon PC pour que je puisse débloquer la situation. Bon, c'est pas grave. De toutes les manières, si le système va se débloquer, on va travailler avec. Sinon, je vais travailler avec mon PC. Et voilà. Bon, je voulais faire ce chapitre, mais les étudiants n'étaient pas présents la semaine dernière. Du coup, je me suis dit, il faut faire une petite récapitulation générale avec même des ajouts pour que même les étudiants qui ont assisté puissent profiter de la séance, donc amplement. J'espère que, Inch'Allah, que donc, le cours, Inch'Allah, sera accessible pour vous, Inch'Allah, parce que je sais que c'est un peu difficile à distance. Malheureusement, parce qu'en présentiel, c'est beaucoup plus pertinent. Mais on va faire donc notre maximum, le cours très clair pour vous. Allah يخليكم consultez l'ENT et consultez le compte merci beaucoup merci consultez l'ENT ديالكم راه غادي نحط لكم à chaque fois des documents دائما consultez l'ENT. L'ENT c'est très important. Alors c'est une interface importante. Alors même si on revient Inch'Allah en présentiel, avec l'ENT غنخدموا به دائما parce que c'est une plateforme excellente qui permet une coordination entre moi et vous. D'accord? وغنقدر من بعد ندير لكم même un petit forum.
غير هو هذاك الفوروم تمكنوا شويه هذا انتيليجون، ديروا دي كيسيون يكونوا بوينتو سامبل صغار باش الا كانوا دي بتي بروبليم ولا هذا pour que l'on puisse les traiter même à distance. Un petit forum فيه quelques questions نقدر من بعد نصوبوا لكم في لو ان تي داكور باش حتى هو تستعملوه. Je vous souhaite une bonne journée, donc à la prochaine, à mercredi, Inch'Allah. Donc mercredi, même heure, bi'idhnillah. Ok? Je vous remercie, à très bientôt. Salam alaikum. Au revoir. Merci à vous. Have a nice day too. Salam alaikum. J'enregistre.